Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur les enjeux éthiques, techniques, légaux et sociaux en IA. Dans cet épisode, je compte ajouter un beau volet à notre exploration de l'avenir de l'IA en santé. Je vous propose d'examiner avec mon invité le potentiel de l'IA en santé, les promesses ambitieuses de l'IA en santé. Et comme promis, lors de l'ouverture de notre saison 6, je souhaite explorer les promesses tenues et les promesses non tenues aussi. Et pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir une actrice importante de cette réflexion, Myriam Lavoie-Moore est là. Comment ça va, Myriam? Ça va très bien, merci. Toi? Bien. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation en ce beau matin d'automne. Ben, ça fait plaisir. C'est un plaisir de pouvoir partager mes recherches avec la communauté qui s'intéresse aux questions d'intelligence artificielle. Myriam Lavoie-Moore est professeure adjointe à l'Université Saint-Paul. C'est à Ottawa, si vous connaissez mal notre géographie canadienne. Elle a notamment travaillé sur les enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle en santé. Des expertises multiples, évidemment, mais les principales expertises qui seront mobilisées dans ce podcast, histoire des technologies, théorie critique des technologies, sociaux de l'éthique des technologies. Et si j'ai invité Myriam, c'est en raison d'un beau rapport qui a attiré mon attention. C'est un rapport qui a été rédigé et publié en novembre 2023 par Myriam. Le rapport est intitulé Portrait de l'intelligence artificielle en santé au Québec, proposition pour un modèle d'innovation au profit des services et des soins de santé publique. Un beau titre qui en dit long, ça annonce un peu les thèmes d'aujourd'hui. Un beau rapport qui a fait du bruit à l'époque, mais pas assez à mon goût. Tiens, je vais le dire comme ça. J'avais envie de faire encore plus de bruit avec le rapport. Myriam, est-ce que l'idée te convient? Ben oui, c'est parfait. OK, on va commencer par le début. Le contexte peut-être du rapport. Comment il a été produit et rédigé, ce rapport? Est-ce que c'est un projet de recherche? C'est financé par qui? C'était quoi l'objectif de l'entreprise? Le projet de recherche, en fait, s'inscrit dans mes travaux de thèse. J'avais travaillé sur la question du développement historique des technologies de l'information, des ordinateurs, Mhm. jusqu'à l'intelligence artificielle liée aux projets économiques liés à la santé depuis les années 70 au Québec. Puis le dernier volet de ma thèse, j'avais voulu le poursuivre puis l'approfondir dans le cadre de mes travaux de postdoctorat. Puis c'est ça qui a mené vers la publication avec l'IRIS, la publication du rapport sur l'innovation en santé. Ça s'inscrivait donc dans ce contexte de recherche-là, mais ça s'inscrivait aussi dans un contexte où il y avait des investissements dans l'intelligence artificielle de manière plus générale on avait essayé de retracer avec le groupe de recherche et d'information sur la surveillance au quotidien, le GRISC, depuis à peu près Le GRISC? 2019, je pense qu'on... Ouais, C'est quoi ça, c'est le GRISC? c'est Un un groupe de regroupement? recherche, un groupe de recherche et d'information sur la surveillance euh, et l'information au quotidien. À l'envers, Bravo. l'information et la surveillance au quotidien. Je te vois travailler. Euh, Elle lève les yeux. C'est oui. quoi cet acronyme-là? Puis on avait fait un projet de recherche qui avait été aussi publié sur essayer de chiffrer qu'est-ce qui se faisait de manière plus générale en intelligence artificielle, mais quand ça commençait tout juste là en 2018, quand on commençait en fait à reparler d'intelligence artificielle. Ben oui. Euh, Puis il y avait entre autres dans cette première recherche que j'avais menée, euh, il y avait des rapports qui avaient été publiés par le comité d'orientation de la grappe en intelligence artificielle en Oui, je me rappelle. 2018, ouais, qui mentionnait entre autres que le secteur de la santé, c'était dans
c'est les orientations qu'ils souhaitaient poursuivre, notamment pour essayer d'impliquer plus les services publics dans le développement d'intelligence artificielle. Fait que la perspective partait un peu de là, de cette idée où, dans une vision de développement économique d'une technologie, on pouvait venir se servir des services publics, puis plus spécifiquement des services de Hmm. santé pour accélérer puis soutenir Ben oui. cette industrie-là. Donc ça partait pas mal de ce point de départ-là. Puis la métaux, tu disais que ça faisait partie d'un projet de thèse. Donc, la métaux que vous avez empruntée là, pour arriver, pour explorer tout ça, ça ressemblait à quoi? De lecture des documents en question? C'est quoi? Ouais, en fait, il y avait une première partie là, spécifiquement dans cette recherche-là, elle allait vraiment plus loin que ce que j'avais fait dans le cadre de ma thèse, mais pour le projet de recherche que j'ai publié, il y avait toute une partie d'analyse des rapports publics, donc tous les gros rapports économiques au niveau international, national, mais il y avait aussi la partie la plus substantielle, pour le dire comme ça reposait sur l'analyse de tous les projets qui avaient été financés par l'argent public au Ah oui. Québec lié à l'intelligence Wow. artificielle en santé. Ouais, pour faire ça, ça a Puis à été un l'époque, travail. on était capable de les recenser tous, parce qu'en ce moment, C'est un il y peu en a, difficile là. de dire que c'était... Ouais, il y en a vraiment beaucoup, Mais au mais moins d'avoir les c'était principaux, de j'imagine, c'était ça l'argent. l'objectif. Ouais, les principaux, c'est sûr qu'ils étaient là. Tu sais, tous, c'est difficile à dire, mais j'étais moi-même surprise, là, parce que c'était, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 2023, les projets dont on commençait à parler à ce moment-là, il y en avait quelques-uns qui sortaient du lot, là, des projets comme avec l'entreprise Imagia, qui depuis a fait faillite, mais qui était très, très grosse, en tout cas très, très financée. Qui Oui, était il y une a ça. différence. Puis il y en avait quelques autres que j'avais identifiés, notamment au CHUM, mais en commençant à faire la recherche, ça arrêtait pas de débouler, là. Tu sais, moi, j'ai épluché tous les investissements qui ont été faits par le ministère de l'Économie, tu sais, qui allaient des plus petits projets, là, financés à coût de 20 000 $ à des compagnies d'intelligence artificielle, tous les fonds du FRQSC qui étaient attribués, les fonds spéciaux Wow. dirigés par Scale AI, ceux par MedTech. Fait que, tu sais, moi, j'ai épluché tous les organismes par lesquels transitait de l'argent public. Wow. Ça a fini par... moi, je pensais que j'allais retracer peut-être, je sais pas, 20, 30, tu sais, maximum peut-être 60 projets, puis Puis, c'est au-dessus de 300. ben oui, puis là, c'est un feu roulant, là, ça a pas ralenti depuis, je pense pas, là. Ben en fait, moi c'est ça là, moi j'ai arrêté de faire le travail de collection là, parce que finalement le travail de collecte de données, ça s'est avéré être un travail qui était assez énergivore. Ben oui. Mais depuis, en fait, moi ce que j'ai entendu des gens de l'intérieur, ça l'aurait ralenti. Ah oui. J'ai pas de données, je peux pas, j'ai rien pour le supporter. C'est plus au niveau des observations des gens qui sont sur le terrain, des profs qui sont plus au niveau de la santé publique, d'autres qui s'intéressent Mais aussi, ça qui serait vont... vraiment un constat important à faire en ce moment, là, si on était capable de savoir que en ce moment, le financement puis le nombre de projets est en train de stagner, mais ça serait un beau constat sur ce qui se passe en ce moment. Là, on serait peut-être, Mais, est-ce qu'on aurait atteint le point le plus élevé? J'en doute, là, mais mais en fait, moi mon impression, c'est que les investissements publics vers des entreprises privées, ils suivent le financement en venture capital global. Il y a eu une montée jusqu'en 2023, puis en 2023, ça l'a ralenti. ah oui. Il y a eu une descente des investissements en 2023-2024. Puis là, ça leur commencé à croître. Fait qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est pas clair. Mais entre autres, les succès, tu sais, il y a eu des ralentissements parce que justement, parmi les promesses qui étaient mises de l'avant, il y en a
qui Ben se oui. sont pas transformés en technologies concrètes, là, entre autres dans le domaine de l'imagerie médicale. Ben oui, Ils se sont frappés à la réalité. Mais il y a toujours des nouvelles technologies pour raviver la flamme, comme les scribes médicaux. Puis là, ça, c'est la Bon, nouvelle on y mode. arrive, là. On y arrive, Myriam, Ouais. là, puis c'est important, c'est une belle transition, c'est une belle passe sur la palette, comme on dit, au hockey que tu es en train de me faire, là. Parlons-en des promesses. S'il y a du financement, c'est parce qu'il y a des promesses. On va commencer par le potentiel, disons, de l'IA en santé. C'est quoi dans ce que tu lis, dans les rapports, parce que quand on essaye d'aller chercher du financement, habituellement, on vend bien ce qu'on tente de financer. Pourquoi on investit en IA en santé? D'où ça vient l'intérêt de l'IA en santé? C'est quoi les principales promesses, Myriam, qu'on nous fait en matière d'IA et de santé? De quoi rêve-t-on là, lorsqu'on regarde ces projets-là, là? Ben, je dirais, il y a trois secteurs, trois groupes de promesses principales que j'identifierais, mais je pense qu'avant, pour comprendre de manière générale pourquoi il y a autant d'engouement, autant du niveau des entreprises, mais aussi des scientifiques, hein, parce que on a aussi comme beaucoup de scientifiques qui croient Ben à oui. ces retombées-là, c'est que le domaine de la santé est extrêmement producteur de données. Et c'est un secteur sur lequel on cherche à se baser sur des données pour faire progresser les connaissances, puis poser des diagnostics, poser des actes, établir des stratégies quand il s'agit de la santé publique. Fait que les questions de la donnée, ça fait partie de l'ADN du secteur de la santé, ça fait partie de l'ADN de la pratique, des pratiques en santé, des professionnels de la santé. Puis l'intelligence artificielle, c'est entre autres ce que ça promet, c'est d'utiliser les données pour produire des connaissances, pour produire des actions, faire des prédictions. Fait que, tu sais, au niveau des croyances, ça s'agence bien, puis, mais aussi au niveau du matériel qu'il y a à offrir pour développer l'intelligence artificielle, ça fonctionne aussi bien parce que le secteur de la santé produit beaucoup de données. Fait que là, on est au niveau général, puis au niveau plus pratique, disons, il y a à peu près, il y a environ là, trois secteurs. Premièrement, le secteur administratif. Donc, ça promet, l'intelligence artificielle en santé, ça promet d'améliorer l'efficacité des opérations. Ben oui. Fait que, tu sais, ça va être Simplifié. des choses comme gérer les stocks de masques, gérer les stocks d'oxygène, gérer tout ce qui est stock, gérer les horaires, gérer aussi le triage. Ça, c'est le genre de technologie là où dont on Grâce à la entend. techno, grâce à l'IA, là, tout à coup, la complexité administrative, on va réduire tout ça, ça va simplifier tout ça, on sera plus efficace. Ouais, Première on aurait promesse. besoin de moins de personnel, puis ça viendrait d'une certaine manière, c'est des promesses qui viennent dire que ça va surpasser les méthodes, euh, les autres outils automatisés qui existaient déjà, là. Fait que, tu sais, il y avait déjà des outils, des logiciels de gestion de personnel, par exemple. Fait que là, Ben c'est oui. des nouvelles promesses, des nouveaux outils. On vient promettre ça. L'autre promesse importante, c'est l'augmentation de la qualité des soins. De plusieurs manières. Donc, on va promettre que ça va améliorer la recherche, ça va permettre de découvrir des nouveaux médicaments, de découvrir des Oui. nouvelles causes de problématiques de santé et que ça va permettre aussi de découvrir, par exemple, des cancers plus tôt en permettant d'identifier plus tôt sur des imageries médicales ou de prévenir des pandémies mondiales. Fait que, tu sais, puis on pourrait y revenir, là, mais la COVID-19, ça a été un moment clé de propulsion de l'intelligence artificielle puis des promesses d'intelligence artificielle dans le secteur de la santé puis spécifiquement en santé publique. Puis ça a été aussi un bel exemple d'échec. Ça a été, C'est ça que j'allais ajouter. Je me ouais, suis dit, bah oui, c'est vrai, on allait régler une pandémie mondiale grâce à l'IA, puis finalement, pouet pouet, ça n'a pas vraiment, ça a on pas n'entend vraiment plus donné bien les parler, résultats hein? escomptés, là. Non, non, Ça va, là. c'est ça, ça On va. s'est calmé un peu de ce côté-là, là. Ouais. Puis
Puis la troisième promesse qui là commence à se dessiner là, c'est une nouvelle forme de promesse qui était peut-être plus marginale avant puis qui prend un petit peu plus d'ampleur, c'est celui d'améliorer les conditions de travail. Puis là on sait, on est dans un contexte où ça a été difficile pour les travailleurs de la santé, puis là le discours puis les promesses autour d'améliorer leurs conditions de travail prend de l'ampleur. Puis on le voit surtout sur des promesses de réduire le travail administratif des travailleurs de la santé, par exemple avec des applications comme la prise de notes automatisée. Là, c'est super populaire là, en ce moment au Québec puis ailleurs. Il y a des C'est vrai. il y a une entreprise américaine qui s'appelle Abridge qui a reçu le plus gros montant de venture capital il y a pas longtemps. Au Québec, il y a des applications comme Cœurway qui ont vraiment le vent poupe. Puis ces applications-là spécifiquement, ils viennent promettre d'améliorer la santé mentale des médecins. Puis on le voit aussi, là, il y a toutes sortes d'applications qui sont vraiment ciblées au niveau du travail administratif, mais qui viennent pas cibler juste l'efficacité, mais vraiment la santé des travailleurs. OK, ben un beau portrait, Myriam, de bien belles promesses. Moi, j'ai noté Bon, on fait des promesses en matière d'admin, donc administration, ça sera plus simple, ça prend moins de temps, ça prend tout ça, de l'efficacité administrative. Qualité des soins, ben, on va résoudre des problèmes de santé, des problèmes on va identifier des maladies, on va créer des médicaments, selon on le voit. Et la troisième, ben, améliorer la qualité de vie des travailleurs, ressources humaines, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés. Allons-y comme ça, Myriam. Donc, des belles promesses. On a un rapport, puis vous regardez ce qui se fait dans le domaine de la santé. On observe les promesses, on observe les investissements, puis on constate les écarts entre les promesses et les réalisations concrètes. Parlons justement de quelques problèmes que vous avez observés dans le rapport. Là, vous en avez cerné plusieurs. Là, j'en ai identifié 5. Je les propose comme ça. Le premier problème, c'est c'est comme ça que je le nommerais, la collaboration ou les interactions entre le système public et le système privé. Ça semble faire partie de vos préoccupations dans le rapport en question. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe dans ces interactions-là? Ben, en fait, une des choses qui est nouvelle par rapport, disons, à ce qui se passait dans l'intégration des technologies de l'information puis de la communication auparavant, puis maintenant, ce qu'on voit actuellement, c'est que les technologies viennent plus nécessairement répondre à des besoins qui ont été identifiés dans le secteur de la santé, que ce soit par les réseaux, le réseau, le ministère ou les travailleurs, mais il y a un renversement où c'est le marché qui vient déterminer puis organiser l'agenda des technologies qui vont être disponibles pour le réseau de la santé puis les services sociaux. Puis comment ça se manifeste, puis comment on le perçoit, ça a été un des principaux, résultats de la recherche, c'est de voir que la plupart des fonds qui sont actuellement distribués vers le développement des technologies de la santé puis des services sociaux sont contrôlés par des organisations privées d'investissement de capital risque. Donc, on a, par exemple, MedTech, qui est une organisation sans but lucratif, mais dont la mission est centrée sur le support des startups. OK, oui. Puis l'organisation, elle est contrôlée principalement par des personnes de l'industrie. Donc, eux contrôlent des fonds qui leur sont versés par le gouvernement pour financer des projets de développement, de recherche, de start-up et faire le lien avec des hôpitaux. Fait que là, ces fonds-là, ils sont spécifiquement dédiés à faciliter le transfert et la concrétisation des connaissances, mais vraiment orientés d'abord et avant tout sur les startups. Donc ça, c'est un des plus gros risques en ce moment, c'est ce renversement qui s'opère où c'est plus les objectifs de la santé et des services sociaux qui viennent primer, mais c'est ceux de
de toute l'industrie. Puis là, j'ai l'impression on va y revenir là, à cette question-là d'une industrie spéculative puis une industrie centrée sur des géants de la Oui, tech. effectivement, on va y revenir. Bonne intuition. Donc, t'as vu les questions à l'avance. Donc, c'est sûr qu'effectivement, on va y revenir. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, ce serait que l'IA en santé, la façon qu'on investit, c'est moins arrimé sur les besoins du système de santé en question que les besoins du marché, du privé, de l'industrie qui gravitent autour de ça. C'est ce que je Exactement. Puis comprends, c'est comme Myriam? ça que les projets qui vont être sélectionnés pour rentrer dans les hôpitaux, ils vont être organisés puis ils vont être réfléchis par l'industrie selon ses besoins puis selon les besoins puis les dynamiques du marché. Fait que, tu sais, là, c'est pas... moi, quand j'ai fait de la recherche, tout ce qui était scripts médicaux, il y en avait pas. Il y en avait pas qui étaient financés à ce moment-là. Mais je serais pas surprise que maintenant, des entreprises comme Carway, on voit du financement public qui leur soit attribué pour qu'ils puissent développer leur niche puis essayer de percer au niveau international parce que c'est en ce moment ça la grosse tendance. OK, ben, on parlait justement des marchés spéculatifs. Allons-y, là, dans l'analyse des bénéfices, vous parliez de priorisation de l'économie sur la santé. Ça doit être ça, là, ce dont tu me parles en ce moment. Là, vous mentionnez l'importance des marchés spéculatifs. Dans le rapport, on critiquait le fait que ce sont les besoins de l'industrie qui sont privilégiés et non les besoins en santé. C'est ça, hein, Myriam? C'est exactement ça. Mais en fait, ce à quoi on fait affaire, quand on parle d'un marché spéculatif, on parle d'un marché où des entreprises tentent de développer des produits qui vont pouvoir se démarquer soit dans un futur à moyen ou à long terme, ou qui vont être remarqués par des grandes entreprises. Donc, on est dans un marché où l'objectif, c'est pas nécessairement de répondre à un besoin immédiat, mais c'est d'attirer une attention pour être acquis par des plus grandes entreprises. Donc, on est soit être acquis par une grande entreprise, soit dans des cas qui sont vraiment plus rares, effectuer des sorties en bourse. Puis le faire devenir ce qu'on appelle dans le jargon du milieu une licorne, puis être capable d'aller chercher suffisamment d'investissements privés pour être capable de faire une sortie publique, puis là, aller chercher des financements vraiment importants. Mais ça, c'est très rare. Ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que les entreprises vont être acquises. Ça avait fait, un petit scandale là, quand une Avec entreprise Element est AI. possédée par Bengio, Yoshua Bengio, dans lequel il y avait eu beaucoup d'investissements publics. Elle avait été acquise par une plus grosse entreprise. Puis ça avait été présenté comme surprenant puis choquant, mais en fait, c'est juste normal. C'est comme ça que le marché fonctionne. Oui, c'était une histoire parmi tant d'autres. Dans les problèmes dans le rapport, Myriam, je vois aussi l'absence de bénéfices. Mais là, l'absence de bénéfices, j'imagine que ces compagnies-là, puis ce marché spéculatif-là, ils finissent par, eux, faire des bénéfices. Mais j'imagine que quand vous parlez de l'absence de bénéfices, on parle ben, j'imagine de ce qui se passe avec les bénéfices dans le réseau de la santé, des services sociaux en tant que tel, là. C'est-à-dire on récolterait finalement bien peu de tous ces investissements, parce que c'est des investissements publics, là. Ça se manifeste comment, là, tout ça? Est-ce que c'est ce qui se passe, qu'on investit beaucoup, il y a de l'argent public, qu'on investit beaucoup, puis à la fin, si on regarde juste ce qui se passe dans le réseau de la santé, finalement, les bénéfices sont partis ailleurs, là. Ben oui, mais en fait, c'est intéressant parce que en faisant la recherche, ce que je me suis rendu compte, la recherche, elle permettait de montrer que le réseau de la santé était en quelque sorte, moi, ce que j'avais nommé un maillon de la chaîne de production des technologies d'intelligence artificielle. Puis en fait, c'est un maillon essentiel dans la mesure où on parle de technologies extrêmement spécialisées, créées par des informaticiens, mais dans un domaine hyper spécialisé qui est celui de la santé. Ce qui fait en sorte que
ben, ils ont besoin de spécialistes du domaine pour que les technologies fonctionnent, elles aient du sens pour les personnes qui doivent les adopter. Ben oui. Puis pour faire ça, il y a une organisation qui s'est mise en place où, juste au CHUM, il y a 48 projets d'intelligence artificielle là, qui étaient en train d'être développés puis d'être appuyés, mais c'était pas juste au CHUM, c'était à Sainte-Justine, il y en avait à Québec, au Centre universitaire de santé de McGill, il y en avait même jusque dans le 6 du Bas-Saint-Laurent où il y en avait un. Tu sais, dans beaucoup de centres de santé, il y a des projets qui sont intégrés. Puis ça, ce que ça veut dire, là, quand on va creuser, puis on va faire des demandes d'accès pour savoir, parce que c'est ça que j'ai cherché à savoir, comme qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de l'argent qui vient du public, mais y a-t-il d'autres sources? Ouais. Puis ça veut dire qu'il y a aussi du Ben, il temps. y a des ressources humaines, j'imagine, qui sont impliquées là-dedans. Là. Exactement, du temps libéré pour, là, ça dépend des projets, là, mais ça peut être des physiothérapeutes, des infirmières auxiliaires, des médecins, qui sont payés par les CIS, les CIUS, pour participer à ces projets-là. Toutes sortes de ressources, là, vraiment du terrain qui viennent être mobilisées. Puis là, on parle d'argent, mais c'est aussi du temps. Ben oui, puis un temps de médecin, ça vaut de quoi, là? Oui, puis pour participer à des projets qui, des fois, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là, j'ai peut-être un exemple. Il y a 2 exemples, je pense, qui sont vraiment forts. 2 entreprises qui ont reçu vraiment beaucoup de financement, puis qui avaient une présence dans plusieurs CIS puis plusieurs CIUS. C'est Imagia, qui, elle, a fait faillite. Hey. Fait que là, ce qui est arrivé, tous les projets qui étaient financés sont juste tombés à l'eau. Les avancements de la recherche sont privés, fait qu'ils disparaissent, sont pas du domaine public. Ces connaissances-là, elles sont perdues. Puis l'autre entreprise qui a été vraiment fortement financée, c'est Alaya Care, qui est une entreprise centrée sur les soins à domicile. Puis elle risque très, très fortement de perdre ses contrats potentiels, hein, parce que c'était encore en développement de produits, avec l'arrivée du nouveau système informatique Epic System, parce que eux, ces géants-là, ont leur propre module de gestion des soins à domicile. Fait qu'ils vont juste écarter une entreprise locale dans laquelle des ressources ont été investies. Mais c'est des dynamiques normales dans cette industrie-là qui est hyper centralisée, hyper structurée, hyper hiérarchisée, où finalement, ceux qui gagnent ou changent, c'est ces grosses industries-là, comme Epic System. Elle intègre toutes les plateformes de Microsoft. Fait il y a des bonnes chances que toutes les entreprises locales de Scribe disparaissent parce que ça va être celle de Epic qui va être intégrée, qui va pouvoir aussi promettre une gestion des données intégrée, tout ça. Mais là, non seulement il n'y a pas de bénéfice direct pour tout l'argent, l'énergie qui a été mis pour développer des technologies locales est écarté, mais en plus, ces entreprises locales-là, elles sont aussi, d'une certaine manière, écartées par les géants qui viennent s'imposer. Wow, c'est un beau constat, triste constat. Donc, on investit beaucoup, on récolte finalement assez peu, même qu'on perd beaucoup. Là, Là, c'est un autre constat que je voyais dans le rapport. On parlait des données publiques. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de ces données. C'est un système l'IA en santé. Ils sont contents d'être là parce qu'il y a plein de données. Fait que on va développer, on va gérer ces données. Puis, dans le rapport, on dénonçait que avec des données publiques ouvertes, finalement, c'est des données qui sont gratuites. C'est-à-dire qu'on se retrouve ultimement avec un système où la donnée publique permet peut-être à des industries comme ça de gagner de la valeur, mais nous, notre donnée, elle est gratuite, donc elle est finalement perdue. C'est ce qui se passe, Myriam. Là. On a une industrie privée qui a accès à de la donnée gratuite sans aucune forme de compensation pour le public. C'est tout ça l'histoire? Ouais, non. Actuellement, il n'y a rien dans la loi sur les données sur les renseignements de santé et de services sociaux qui permettrait une commercialisation des données. Mais ça peut, par exemple, il y a plusieurs enjeux. Là, ça peut paraître absurde
dit comme ça, mais du point de vue et économique et du point de vue, disons, éthique, il y a des raisons pourquoi ça s'est passé comme ça. Premièrement, du point de vue économique, il faut savoir que la gratuité des données publiques, ça fait partie des stratégies qui étaient prônées par l'OCDE. Puis c'est une stratégie, en fait, pour essayer de contrer la monopolisation des données par des géants comme Google, qui, eux, Ben de oui. plus en plus collectent, font produire, collectent, puis cumulent des données qui sont les seules à pouvoir utiliser. Fait que là, dans ce contexte-là, ça ouvre la porte à un régime qui est moins monopolistique. Par contre, de l'autre côté, quand il y a eu les transformations de la loi sur les renseignements de santé et services sociaux en 2023, la commercialisation des données, c'était quelque chose qui était critiqué aussi par à peu près tout le monde, à peu près les organisations au niveau de la recherche, les syndicats, les autres professionnels, étaient tous contre la commercialisation. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les données soient aussi accessibles gratuitement. Fait qu'il y avait cette idée que commercialisation des données, ça, on allait la RAMQ, tu sais, il y avait le ministre Fitzgibbon qui probablement pas tout à fait informé de ce qui allait se passer, avait dit qu'il y avait la RAMQ allait vendre ses données. C'est pas exactement ça la manière dont les États tendent à se positionner, puis c'est pas exactement ça leur rôle attendu pour l'économie des données. Par contre, en ce moment, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a aucune manière de différencier formellement à quoi vont servir, c'est quoi les fins des données de santé. Parce qu'il faut savoir que quand on ouvre à la commercialisation des données, c'est presque toujours pour de la recherche et développement soit de la recherche universitaire, soit la recherche et développement de produits. Puis une des choses qui est vraiment pas claire, c'est qu'est-ce que recouvre la notion d'intérêt public qui est utilisée dans la loi. Fait qu'en ce moment, tous les projets qui sont d'intérêt public pourraient avoir accès aux données, anonymisées, bien sûr. Mais ce que ça veut dire, l'intérêt public, les fins économiques, ça peut être perçu comme un intérêt public. Ben Puis oui. ça, c'est pas explicité. Puis quand les données sont rendues accessibles, parce que là, c'est un peu de l'idée en arrière de ça, c'est de contourner l'obligation d'aller demander à chaque patient pour libérer ses données puis de donner accès à une banque de données anonymisée. Ben là, on retire tout ça, mais ça fait en sorte que les patients, ils sont pas conscients des fins pour lesquelles leurs données sont utilisées. Puis il y a le plus gros enjeu à ce titre-là, ce que les autres professionnels puis les syndicats craignent le plus, c'est qu'il y ait des bris de confiance dans la population qui est soignée, puis les professionnels de la santé, parce que les professionnels de la santé, ils perdent le contrôle sur les données. C'est vraiment... Il n'y a plus de secret. Le secret professionnel, il peut plus être garanti par les professionnels de la santé. Quand on a des données comme ça qui fuient un peu, là, c'est-à-dire que, ben, en tout cas, ils peuvent être mobilisés, sont là, sont gratuites, on ne sait pas par qui ça peut être utilisé ou à quelle fin, du moins on n'a pas de contrôle là-dessus. Très intéressant, Myriam, c'est très, évidemment, plein de nuances et de rigueur, tout ça, je ne l'avais jamais compris aussi clairement. Ben, tu parlais de l'intérêt public. Ma dernière question, ben pas mon avant-dernière, tiens, va vers là, si tu permets, Myriam. C'est la fameuse distinction entre le cure et le care, c'est-à-dire qu'en santé, quand on parle de santé, si on ne sait pas c'est quoi l'intérêt public, on ne sait pas non plus exactement c'est quoi la santé, parce qu'il y a une différence entre mettre des outils comme ça au service de la santé, mais une santé qui est plutôt de type cure, là, c'est-à-dire curative, qui tourne autour de la croissance technologique très spécialisée, puis d'autres outils qui seraient au service d'une santé plutôt du type care, là, donc c'est-à-dire fondés sur
les soins préventifs, généraux, puis des interventions à approche plus humaine. C'est pas l'IA qui a inventé cette tension-là là, entre le cure et le care. Là. C'était déjà là dans le système, mais de quelle manière l'IA dans ce système qui est celui de la santé est-ce que ça peut accroître ou intensifier cette distance-là ou cette tension-là entre les deux types de Ben, c'est santé? exactement ça. En fait, un des enjeux principaux, c'est que on renforce un système qui est curatif. Donc, la recherche qu'elle a permis de faire en construisant puis en allant identifier tous les projets qui étaient financés, j'ai aussi cherché à catégoriser les types de technologies qui étaient produites pour essayer de voir vers quoi la technologie se dirigeait quand on la finançait par le public, puisque ce qu'on voyait en fait, c'est que c'est pratiquement en miroir des investissements des big tech. T'sais, les big tech investissent massivement. Puis là, ça peut apparaître surprenant là, mais on a des choses comme Amazon qui investissent de plus en plus en santé. Ils investissent dans quoi? Dans le développement de produits pharmaceutiques, Mhm. dans la génomique. Fait que là, on a des domaines hyper spécialisés qui suivent des tendances là, depuis les années 80 là, au niveau des marchés de la pharmaceutique qui va à une hyper spécialisation parce que là, avec, tu sais, j'y vais vite, là, mais avec l'arrivée des génériques, il a fallu qu'ils construisent des marchés de niche. Puis là, dans le développement de l'intelligence artificielle, on réplique de plus en plus ces tendances-là, qui sont les tendances des grandes organisations du système de santé, de toutes finalement les géants qui sont à la fois les géants pharmaceutiques et les géants de l'intelligence artificielle. Ils font à peu près la même chose. Ils investissent dans le même type de technologie. Puis nous, avec l'argent public, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'inscrire directement dans ce type de marché-là, puis on reproduit le même type de technologie, ce qui fait en sorte que toutes les technologies, puis pour le différencier là, peut-être avec des termes vraiment québécois, mais ce qui est première ligne, puis deuxième, troisième ligne, on a presque rien en première ligne, puis on a beaucoup d'investissements en deuxième, troisième ligne. Ça veut dire que qu'est-ce qui est préventif, c'est laissé de côté, tout ce qui est soins primaires aux personnes, ça va faire partie, ça va être pratiquement écarté en fait. Là. Fait que, même au niveau de ça peut paraître surprenant là après la COVID là, mais même tout ce qui est santé publique, on le retrouve pratiquement pas. Puis là où on peut l'expliquer, c'est quand on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des systèmes de santé, c'est que on est prêt à mettre beaucoup d'argent dans le curatif, mais très peu quand il s'agit de prévenir parce que les résultats sont pas visibles à la même échelle. Ouais, ils sont pas tangibles, ils sont pas monnayables non plus, là. Ou plus difficilement monnayables. Non, puis les résultats de ce qu'on voit en ce moment au Québec, en fait, ça a été remarqué là, même par le World Economic Forum. Je voyais récemment, ils ont sorti un rapport où ils disaient que les investissements en intelligence artificielle n'étaient pas nécessairement dirigés vers une efficacité globale. Fait que c'est pour améliorer des très petites fonctions. Là. Par exemple, on va promettre qu'il y ait une lecture plus rapide des radiographies, permet d'identifier plus vite un cancer, tout ça, mais rien qui est fait pour réduire le nombre de cancers, Ben oui. s'assurer qu'il y ait moins de monde à trier. On améliore les outils de triage, mais on s'assure pas qu'il y ait moins de monde qui se présente à l'urgence. Donc, on a une efficacité qui est micro-ciblée, puis Mm. pas de réflexion sur comment on peut améliorer. Puis on l'avait vu, tu sais, je pense que ce qui avait été fait pendant la COVID, ça reflète vraiment bien cette pensée-là qui est très axée sur ce qu'on appelle, j'imagine que c'est pas la première fois que vous entendez parler de ce concept-là au podcast, là, mais très techno-solutionniste. Là. On a un problème très complexe. On arrive avec une Oui, technologie. c'est notre ritournelle, là, Myriam. C'est un mot qui apparaît quand même souvent ici, là. Ouais, je m'en doute, mais pendant la COVID, on l'a vu, là, on avait l'application COVID, ou en tout cas l'application de traçage de contacts. On promettait que ça allait réduire les contacts, mais là, finalement, on arrivait avec plein de problèmes moi, je m'étais vraiment intéressée à ce problème-là parce que ce qui avait émergé, c'est que
Oui, là, il y avait bon, les questions que ça allait pas fonctionner si on... En fait, ça pouvait juste fonctionner si c'était très, très invasif au niveau de la sécurité, au niveau de la surveillance, là. Fait que, tu sais, comme en Chine, ça pouvait fonctionner si on avait une agrégation, puis on pouvait comme policer tout le monde. Ici, moins. Mais il y avait aussi d'autres critiques qui étaient faites, comme quoi, finalement, pour, par exemple, les travailleurs de la santé qui étaient en contact très proche des malades, ceux qui travaillent, les préposés aux bénéficiaires, finalement, Mhm. ceux-là, puis même les prisonniers, il y avait aussi des critiques qui étaient dirigées vers ça. En prison, il y avait plein d'éclosions, mais en fait, on pouvait pas leur permettre d'avoir accès à ces technologies-là. Puis en fait, c'est là, partout où il y avait des poches d'éclosion vraiment fortes, c'était là où l'application, elle allait clairement pas fonctionner. Puis c'était dirigé aussi vers des populations qui étaient marginalisées. Fait que là, tu sais, imaginez, on a une application qui est destinée à moi, qui travaille tout seul dans mon bureau, qui voit presque personne sauf quand je vais à l'épicerie puis qui porte un masque. Mais de l'autre côté, les travailleurs de la santé qui composaient, je pense, 80, il y avait une étude d'INESPQ, je pense que c'était 85% des cas de COVID-19 qui étaient chez les travailleurs de la santé. Il faut imaginer qu'il y avait 3% des médecins qui avaient eu la Eh oui. COVID. Parmi tous les gens qui avaient eu la COVID, c'est juste 3% des médecins parce que c'était les gens qui étaient en contact direct, qui devaient toucher, être longtemps en contact, Ben oui. qui l'attrapaient. Mais l'application ne pouvait rien faire pour Je eux. l'ai encore, l'application sur mon... Je pense que je l'ai même pas... Elle n'a jamais servi. Je l'ai téléchargé au début, mais je m'en suis jamais servi. Myriam, ben, c'est un beau... ben, c'est un portrait, c'est vrai, assez sombre, Myriam. J'ai envie de me rapprocher des pistes de solutions. C'est sûr que là, le discours qu'on a en ce moment, en même temps, ça nous change du discours très techno-optimiste et techno-solutionnisme qui est à l'œuvre là, sur mon réseau LinkedIn. Là. Mais voilà, si on se tourne vers les solutions, ça aussi, j'imagine que tu as des pistes de réflexion. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'IA en santé autrement? Puis, ben, de façon générale, à quoi ça ressemblerait, Myriam? Je pense que ça serait possible, mais d'après moi, la première chose dont va falloir se débarrasser, c'est de l'idée puis du discours comme quoi ça va être révolutionnaire. Ça risque de changer un petit peu des choses dans certains secteurs puis d'améliorer certaines manières de faire certaines pratiques, mais l'idée que ce soit révolutionnaire, là, je pense il faut l'abandonner. Puis pour que ça fonctionne, mais tu sais vraiment là pour moi on parle d'intelligence artificielle, là, mais je pense que justement il faut essayer de se décentrer d'une technologie particulière. Je pense qu'il faut le réfléchir de manière plus générale en parlant d'innovation. Puis quand on parle d'innovation, il faut tasser l'idée une innovation, c'est une technologie. Fait que premièrement, le premier travail, ça serait de séparer la question de l'innovation de la question des technologies, puis d'inclure l'intelligence artificielle comme faisant une des choses qui fait partie des innovations en santé. Mais l'innovation en santé, ça peut être quelque chose aussi simple. Là, puis là, je vais donner un exemple là, du Bureau des innovations en santé et services sociaux qui moi, m'avait vraiment surpris. Une des innovations qui mettait vraiment de l'avant, c'était la réutilisation des chaises roulantes dans différents contextes. Comment on fait pour réutiliser des chaises roulantes de manière efficace? J'étais comme, ah, Voilà une technologie révolutionnaire. oui, c'est ça. Ouais, des fois, ça peut être ça aussi, là. C'est comme, faut voir la technologie pour ce qu'elle est, puis de quelle technologie au juste on a le plus besoin dans le réseau de la Exactement. santé en ce moment, puis On ça a peut tourner autour de ça, là. puis centré sur des principes d'efficacité globale, fait que, tu sais, de penser premièrement à l'amélioration de la santé populationnelle plutôt que de penser spécifiquement à comment améliorer la lecture des imageries médicales pour les cancers du poumon de type 8. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est déjà, on est dans deux mondes. Puis, deuxième principe important, la question de la sobriété. Fait que, tu sais, comment on fait pour réfléchir des innovations qui demandent pas plus d'investissement financier majeur, pas d'investissement en ressources humaines majeur,
qui sont pas toujours brisés, qui consomment pas énormément d'électricité, qui sont finalement qui sont sobres et efficaces, puis qui pourraient organiser toute la manière dont on réfléchit la collecte de données, qu'on réfléchit la production des technologies. Fait que si on a ce principe de sobriété en arrière de l'esprit, ben là ça vient modifier la manière dont on évalue l'efficacité d'une technologie en particulier. Puis une des choses qui est vraiment importante aussi, mais là après ça c'est les principes positifs, mais il faut absolument penser à retirer le contrôle des fonds publics des entités privées. Fait que là en ce moment, c'est des entités privées comme la Caisse de dépôt et placement du Québec qui financent de manière la plus importante les technologies en santé. Faut que ça cesse parce qu'ils ont leurs propres intérêts qui sont différents du réseau de la santé. Il faut que ce soit les travailleurs, les travailleuses soient aussi inclus dans la prise de décision sur l'innovation. Ça c'est majeur parce que c'est comme ça qu'on crée des technologies qu'on dit bottom-up. Là. On a des problèmes qui sont Oui, observés. qui répondent à leurs besoins à eux, là, et non pas les besoins du marché ou de l'industrie. Puis tu sais, vous parleriez à des gens sur le terrain là. Moi, quand je leur parle de technologie d'intelligence artificielle à des infirmières auxiliaires ou des infirmières praticiennes, ben ce qu'ils voudraient, c'est un deuxième écran là, plus que de l'intelligence artificielle. Vraiment. Ouais, Dans il y en a plusieurs qui dans doivent un monde de lever préoccupation. on lève les yeux vers le ciel, là, puis on se dit, ben oui, c'est intéressant, mais c'est pas de ça que j'ai besoin le plus en ce moment. Là. Peut-être un deuxième écran, puis Exactement. les chaises roulantes qui fonctionnent, déjà, ça serait bien. Parce que ultimement, je pense que c'est ça, Myriam, c'est d'arrimer le développement de l'intelligence artificielle avec la promesse de l'amélioration de la santé de la population. Là. C'est ça l'objectif. Il faut peut-être se le rappeler. Le but, c'est pas de faire tourner la machine, le financement, l'industrie. Mm-hmm. Si on investit en IA, en santé, c'est parce qu'on se dit que ça va aider ultimement dans 40 ans la santé des populations. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu y crois encore, Myriam? Est-ce que c'est possible de développer de l'intelligence artificielle en santé puis respecter cette promesse si on se revoit dans 40 ans? Est-ce que ça va être une promesse tenue, tu penses? Il va falloir penser à changer complètement l'agenda d'innovation, là, faire un 180 au niveau de cet agenda. OK. Ben, on va travailler là-dessus, Myriam. Il va falloir conclure. Merci, Myriam, pour ce portrait réaliste, techno-réaliste. On va y aller dans cet esprit-là. Myriam, c'était Myriam Lavoie-Moore. Myriam, elle est professeure adjointe à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et je vous invite vivement à lire ce rapport intitulé Portrait de l'intelligence artificielle en santé au Québec, proposition pour un modèle d'innovation au profit des services et des soins de santé publique. Merci Myriam pour cette rencontre. Merci beaucoup, Jean-François. C'est tout. Je suis convaincu que vous avez aimé autant que moi cette aventure IA et santé, de bien belles promesses et un portrait un peu moins enthousiasmant, je vais le dire comme ça, peut-être un peu plus réaliste. Chers auditeurs, auditrices, on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.